Bonjour, bienvenue au webinaire Les mardis de la donnée de santé. On va démarrer en douceur. Bienvenue donc à tous et à toutes au mardi de la donnée de santé. Pour ce deuxième webinaire, en l'occurrence là, sur les entrepôts de données de santé. Donc, un a eu lieu il y a quelques semaines, et puis d'ailleurs d'autres sur cette même thématique auront lieu dans les semaines à venir. Là, on va voir comment et pourquoi et comment on crée un entrepôt de données de santé. On va faire avant un petit tour de table parce que je ne suis pas la seule à présenter ce module. Donc moi, je suis Caroline Guillot, en charge de la direction citoyenne du Health Data Hub. Et à mes côtés, il y a Arthur, que tu peux te présenter. Bonjour à tous. Arthur Dauphin, je suis chargé de mission sur le numérique en santé pour France Asso Santé, qui est une fédération d'associations de patients et d'usagers de la santé. Merci beaucoup. Une autre Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis directrice du pôle innovation et données au siège de l'assistance publique et des hôpitaux de Paris. Et à ce titre-là, j'opère l'entrepôt des données de santé de la PHP. Merci beaucoup, Hervé. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hervé Servi, je travaille pour une CRO, une société de recherche clinique qui s'appelle Sanoya, et on accompagne le FData et l'ensemble de ses partenaires sur la réalisation de ces contenus citoyens. Merci beaucoup, Marine. Bonjour à tous, Marine Lachevert, je suis juriste au service de la santé de la direction de l'accompagnement juridique de la CNIL. Merci beaucoup. Et il y a, mais vous ne les voyez peut-être pas, qui vont aussi nous aider dans l'organisation de ce webinaire, Ben et Kenan. Merci à eux d'être présents. On- Ça augmente encore un tout petit peu, donc un petit peu de patience le temps que chacun puisse être là, peut-être vraiment une minute grand maximum et on pourra démarrer. Comme ça monte au fur et à mesure. Vous êtes nombreux à vous connecter, autant que tout le monde soit présent. Je vais juste peut-être évoquer quelques mots sur la slide suivante sur ces programmes. Ça me permet déjà de dire que les modules, en tout cas pour ce qui est des entrepôts de données de santé, les trois premiers modules sont en ligne. Vous pouvez les trouver sur le site du Health Data Hub dans la rubrique formation et les télécharger. C'est tout à fait possible. Les deux derniers modules, le module 4 et 5, seront à disposition prochainement seulement et les dates d'ailleurs de ces webinaires le seront aussi. Vous pourrez poser vos questions dans le chat. Ça a toujours été possible et vous pouvez continuer de le faire. On répondra à ces questions seulement vers 12h30. On fait 30 minutes de présentation et ensuite on adresse des réponses aux questions que vous poserez. Et ça me permet aussi de redonner un sens à cette formation sur les entrepôts de données de santé et de rappeler que cette formation a été réalisée dans le cadre d'une concertation qui a duré plus d'un an avec notamment France Asso Santé, c'est sur la slide suivante, et me permettant donc de remercier un ensemble d'autres acteurs, d'autres institutions qui ont participé à l'élaboration de ces slides. Je crois qu'on va pouvoir commencer. Ça tend à se stabiliser. On voit le curseur monter, mais allons-y quand même. Juste quelques mots avant de laisser la parole, et je crois que c'est Arthur qui démarrera, sur ce que nous avons vu au module précédent et de vous rappeler donc, ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Donc, on a vu qu'un hôpital en fait fonctionne avec plusieurs systèmes d'information qui sont spécialisés et qui sont isolés les uns des autres et que chacun de ces logiciels est optimisé pour un cas d'usage en particulier. Et on a vu aussi que ce fonctionnement en fait permet une traçabilité d'un patient et d'assurer chaque étape de sa prise en charge le mieux possible, mais que par sa conception, ce fonctionnement reste limité et permet pas de répondre à certaines questions d'ordre statistique et de recherche. Donc, un entrepôt de données de santé, c'est une solution pour surmonter ces limites. C'est une infrastructure, on peut le définir comme ça, une infrastructure informatique sécurisée avec laquelle on peut consulter les données issues de différents logiciels métiers de l'hôpital et stocker dans une base de données. Et ça, évidemment, pour quoi faire? Pour piloter l'activité, par exemple, de l'établissement, mais aussi répondre à des questions de recherche que se pose une équipe pluridisciplinaire d'experts. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la continuité vraiment du premier module. On va aller un petit peu plus loin, on va prendre l'exemple d'un CHU en particulier, tout en ayant en tête évidemment le fait qu'un entrepôt de données de santé en fait peut exister dans d'autres structures, qu'elles soient privées ou publiques, et on va regarder les différentes étapes de construction de cet entrepôt. Donc, je laisse la parole à Arthur. Merci beaucoup.
beaucoup, Caroline. Donc, effectivement, après avoir expliqué finalement à quoi ça pouvait servir, eh ben, aujourd'hui, concrètement, comment faire finalement un entrepôt de données de santé? Donc, évidemment, pour comprendre comment ça se construit, on va examiner du coup au cours du module les besoins des personnes qui souhaitent utiliser ces données, évidemment, qui sont produites lors de la prise en charge des patients au sein de l'hôpital. Et Caroline, tu l'as rappelé, et ce afin de mener des études, des recherches, produire des statistiques pour une meilleure qualité de la prise en charge, des meilleurs soins et aussi l'innovation. Alors, comme on le fait du coup habituellement pendant les mardis de la donnée de santé, on va suivre du coup ces étapes pas à pas, notamment en suivant du coup aujourd'hui le docteur Paul, qui est médecin, chercheur, endocrinologue dans un CHU et qui donc effectue des activités de recherche, notamment sur la thyroïde, qui est son sujet de spécialité. Donc évidemment, ces travaux, ils ont l'objectif de pouvoir servir à développer de nouvelles méthodologies de prise en charge, améliorer le fonctionnement de l'hôpital aussi, qu'il pourrait aussi avoir lui-même à faire pour le bénéfice évidemment des patients. Et donc pour effectuer les analyses statistiques qui sont nécessaires, il a besoin des données cliniques d'un grand nombre de patients parce que pris tout seul, on n'apprend pas toujours beaucoup de choses d'un seul dossier médical. Il faut donc un outil qui permet de croiser ces nombreuses données pour de nombreux patients à la fois et c'est bien l'objectif du coup de cet entrepôt de données de santé. Alors concrètement, le développement de cet entrepôt de données de santé va devoir répondre aux besoins des utilisateurs, médecins, chercheurs, comme le docteur Paul, data scientist, ingénieur de la donnée, etc., sans compromettre la sécurité des données qui sont fournies par les patients ou le fonctionnement premier de l'hôpital, qui est évidemment de soigner les personnes, les patients. Donc on va voir comment faire et surtout on va commencer par voir ce qu'on ne peut pas faire. Parce qu'évidemment, lors de sa réflexion, le CHU, l'établissement dans lequel travaille Dr Paul, a déjà, entre guillemets, rejeté certaines solutions qui ne sont pas possibles à mettre en œuvre et qui vont aussi expliquer pourquoi on fait tout ce travail pour créer les entrepôts de données de santé. Alors, du coup, pour commencer cette réflexion, vous voyez sur la partie gauche de la diapositive, alors on l'avait un petit peu du coup dit lors du précédent mardi de la donnée de santé, mais on ne peut pas forcément mettre en relation les logiciels métiers, donc les logiciels du service des urgences, du laboratoire de biologie, du service de cardiologie, etc., directement ensemble. Pourquoi? Parce que chacun de ces logiciels, il a ses propres traitements, ses propres filtres technologiques, informatiques, avant de pouvoir être utilisés ensemble. Donc, ça peut créer un certain nombre de problèmes de sécurité et aussi, puisque du coup, on va avoir des données identifiantes directement, le nom, le prénom, etc., des personnes dans ces logiciels, et donc l'entrepôt de données de santé ne va pas pouvoir travailler aussi avec ces identités directement. Il faut aussi comprendre que ce type de lien, si on devait tout interconnecter, etc., directement, ce serait assez compliqué à mettre à jour parce que chaque logiciel est géré différemment, validé, retesté, et donc ce serait assez compliqué, voire même impossible. Sur la partie droite de la diapositive, on ne peut pas non plus utiliser un seul logiciel qui serait universel pour tous les services de l'hôpital, ce qui pourrait être peut-être plus simple, mais qui en fait serait assez compliqué parce qu'il ne pourrait pas être compatible avec toutes les infrastructures techniques différentes. L'appareil qui fait les IRM, l'automate qui fait la prise de sang, les imprimantes spécifiques, etc. Il devrait aussi faire beaucoup trop de tâches parce que tous ces logiciels spécialisés, eh ben, ils ont des fonctionnalités spécifiques et ce serait assez compliqué de les mettre tout au même endroit. Il serait aussi compliqué, pareil, à entretenir, à utiliser car on aurait une machine à gaz qui serait beaucoup trop lourde. Donc après avoir vu ce qu'on ne peut pas faire, je vais passer la parole à Caroline Germain qui va nous dire justement comment on peut faire. Merci Arthur. Alors effectivement, concrètement, comment on peut faire? La première chose, c'est que la construction d'un entrepôt de données de santé, c'est le fruit d'un travail collectif qui mobilise beaucoup d'expertises. Donc là, on est dans le cadre d'un centre hospitalier universitaire. Donc bien évidemment, des expertises médicales, l'administration de l'hôpital, les représentants des usagers, le ou la délégué à la protection des données et les expertises techniques. La construction d'un entrepôt de données de santé concrètement répond à 4 exigences qui seront détaillées dans les diapositives suivantes. Tout d'abord, la construction d'un entrepôt vise à ce qu'il soit complet et fonctionnel, c'est-à-dire que les garanties pour le fait qu'il puisse être maintenu à jour, pardon, et qu'il ne perturbe pas le fonctionnement traditionnel de l'hôpital, doit être rempli. De la même façon, un entrepôt de données de santé, ce n'est pas la copie de l'intégralité des données de santé de l'hôpital. Seules les données pertinentes sont intégrées à un entrepôt de données de santé. Par ailleurs, et pour les raisons qu'expliquait Arthur, les données peuvent provenir de plein de sources et de logiciels différents à l'hôpital, avec des formats très variés. Et pour ces raisons, on doit pouvoir structurer et organiser ces données pour qu'elles puissent être exploitables. Et enfin, tout ça doit se faire dans un cadre pleinement sécurisé et conforme à la réglementation. Si on rentre un petit peu plus dans le détail,
sur complet et fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme le disait Arthur à l'instant, il y a plein de logiciels qui sont utilisés aujourd'hui par des médecins dans le cadre de la prise en charge des patients. Et dans ce cadre-là, au quotidien, toute la journée, des informations sont recueillies. L'entrepôt de données de santé doit pouvoir faire une copie sur une base bien distincte qui ne vient pas perturber le fonctionnement des outils et des autres bases de données. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir chaque nuit, c'est ce qui se passe en tout cas pour parler notamment d'assistance publique, il y a une copie des données qui est faite des données de ces logiciels métiers dans des bases de données qui sont propres à l'entrepôt, dans des environnements qui sont distincts. Ça permet effectivement de pouvoir faire fonctionner normalement les logiciels pour les besoins de la prise en charge, indépendamment de la construction et du développement de l'entrepôt. Une fois qu'on a posé ce cadre, comment est-ce qu'on alimente l'entrepôt? Comme je vous le disais précédemment, seules les données pertinentes sont mises dans l'entrepôt de données de santé. Il n'est pas question de faire une copie de l'intégralité des données qui sont collectées dans le cadre du soin. On n'intègre finalement que celles qui sont exprimées comme un besoin de la part des professionnels qui souhaitent les utiliser, soit pour répondre à des questions statistiques, de recherche, de pilotage de la structure. Et puis, derrière, on arrive effectivement à en sortir un échantillon, simplement, qu'on va mettre dans cet entrepôt de données de santé-là. On le fait parce que ça doit pouvoir répondre à des besoins et parce que derrière, ça doit être soutenable. Copier l'intégralité des données n'est pas autorisé puisqu'il y en a bien trop. C'est un projet effectivement qui est vivant, qui doit être adapté mois après mois, année après année, aux besoins de ceux qui vont utiliser les données. Donc il y a une grosse opération, ce qui est montré là, d'abord de filtre, de pouvoir comprendre les besoins et les usages, et ensuite d'aller sélectionner uniquement dans l'ensemble des logiciels les données qui seront pertinentes pour ces usages-là. Une fois que ce travail de sélection a été fait et qu'on a été regardé dans l'ensemble des logiciels, il y a un travail qui est opéré notamment par la direction informatique sur la mise aux normes ou aux standards des données. C'est ce qu'on va appeler l'organisation des données. Donc derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les logiciels sources qui permettent la prise en charge des patients, on peut avoir des données qui ont des formats totalement différents. On peut avoir du texte, on peut avoir des documents, on peut avoir des images, on peut avoir des chiffres, des lettres. Voilà, toutes ces informations-là qui peuvent en plus apparaître dans plusieurs logiciels doivent pouvoir être normalisées, standardisées. Et cette copie-là sera faite de telle sorte, et toutes ces activités seront faites de telle sorte que derrière, lorsqu'on mettra ces données dans les environnements, les données puissent être exploitables. C'est ce qu'on appelle le pré-traitement. Le fait de travailler et de préparer ces données-là, c'est ce qui permettra de répondre plus rapidement aux questions et c'est ce qui permettra aussi de pouvoir les partager plus facilement au travers d'un annuaire ou d'un catalogue de données pour permettre effectivement de donner en visibilité à de futurs utilisateurs de ce qui existe dans les entrepôts de données de santé. Une fois que l'entrepôt a été construit, que les données ont été sélectionnées et qu'elles ont été organisées, elles doivent être mises à disposition et rendues accessibles. L'accès des données se fait effectivement dans un cadre sécurisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la construction et l'enrichissement des entrepôts de données de santé doit être d'abord conforme à la réglementation. Il y a effectivement des règles qui sont fixées pour ne pas devoir mettre à disposition, par exemple, des données nominatives ou de ne pas transférer les données dans n'importe quelle condition. Il y a donc derrière des serveurs qui sont sécurisés, qui permettent de stocker ces données au sein des établissements de santé ou alors chez des hébergeurs de données de santé qui sont certifiés. Tous les transferts de données, quand il y en a, encore une fois, et c'est conforme à la réglementation, sont protégés par ce qu'on appelle une activité qui est le cryptage des flux. Donc, l'utilisation de ces données-là, elle est faite dans un contexte et dans un projet qui est bien délimité, et les données sont mises à disposition dans des environnements sécurisés qui sont, encore une fois, soit pour des finalités, pour des besoins de pilotage ou des besoins de recherche, qui sont mis à disposition uniquement auprès des utilisateurs et de ceux qui en ont exprimé des besoins
notamment pour le cadre, par exemple, des projets de recherche. Il y a un certain nombre de règles, effectivement, à respecter lorsqu'on construit un entrepôt, qui est la gestion des accès. Il y a derrière des habilitations qui sont à dessiner et à définir. Donc, dans les slides d'après, on parlera de la gouvernance, donc je m'étale pas sur ce sujet-là, mais l'habilitation, elle répond effectivement à un certain nombre de règles et de questions qui sont arrêtées par l'ensemble de la communauté hospitalière qui participe à la construction de ces données-là. Dans les faits, il y a des processus d'habilitation qui sont mis en place avec des règles bien identifiées et qui permettent, en fonction des profils des utilisateurs et en fonction des usages, de pouvoir donner un accès qui est adapté aux données qui sera mises à disposition, que ce soit encore une fois dans le cadre du pilotage de l'établissement de santé ou pour améliorer la prise en charge des patients ou bien pour répondre à des questions notamment de recherche. La slide d'après, s'il vous plaît. Voilà, donc la gestion des accès, il y a peut-être 3 étapes. Donc d'abord, c'est que ces données, comme je le disais, elles demeurent sensibles. Donc il y a des procédures d'accès, il y a un cadre réglementaire, il y a des mesures de sécurité qui sont adaptées, soit elles sont automatiques et elles sont aussi humaines. Pour les données qui sont particulièrement sensibles, la réutilisation fait l'objet d'une vigilance particulière et régulière. C'est pour cette raison aussi là, mais je laisserai la suite précisée qu'il y a des comités scientifiques qui sont mis en place, des comités de pilotage et qui se prononcent notamment sur la réutilisation de ces données-là sur un plan éthique et scientifique. Par ailleurs, la réglementation est aussi très précise sur la façon dont on peut croiser ces données avec d'autres bases de données qui ne sont pas celles des entrepôts de données de santé, par exemple des registres. Donc là, de la même façon, il y a des règles d'habilitation, de partage et d'accès qui sont clairement définies. Toute cette construction qu'on vient de résumer, de sélection des données, de normalisation des données et de gestion des accès se matérialise effectivement dans le schéma que vous avez sous les yeux et surtout s'articule autour d'une gouvernance qui est mise en place et qui mobilise, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'ensemble des expertises et des parties prenantes autour de l'usage des entrepôts de données de santé. Et je pense qu'on peut passer à la suite, si vous le voulez bien, justement pour détailler cette gouvernance. Très bien. Ben, merci Caroline. Alors effectivement, euh, parfois, on pense que les entrepôts de données de santé, c'est avant tout un projet informatique. Je pense que votre propos a commencé, Caroline, à montrer que, en fait, non, c'est beaucoup plus large. Et justement, en abordant la gouvernance, on va venir encore renforcer cet élément qui n'est pas un sentiment, qui est vraiment un fondamental d'un entrepôt de données de santé, qui est avant tout un projet d'établissement quand il se déroule notamment dans un CHU, par exemple. Donc, on va voir, il y a deux grands organes. Parfois, certains EDS en ont même d'autres. Voilà, mais j'ai envie de dire le seuil minimum devrait être finalement un comité de pilotage et un comité scientifique et éthique. Et on va voir justement dans lequel des deux, notamment les représentants d'associations de patients ou d'usagers du système de santé, ont tout à fait leur place. Le premier, c'est le comité de pilotage. Finalement, c'est lui qui va donner un petit peu les orientations stratégiques, scientifiques, parce que finalement, dès la conception ou dès finalement aussi pendant l'entretien finalement et la vie de l'entrepôt, on peut l'orienter, c'est-à-dire est-ce qu'on veut focaliser plutôt sur des questions d'imagerie ou est-ce qu'on veut aussi focaliser plutôt sur d'autres questions, sur des questions peut-être, je sais pas, un peu plus de prise en charge. Enfin, voilà, donc il y a une forme d'orientation. Et en général, dans un CHU, par exemple, ou dans un CH, quand il y a un DIM, pour les intimes, un département d'information médicale, assez logiquement, il y a quelqu'un de ces départements, aussi en général quelqu'un de la CME, la commission médicale d'établissement. Et quand on a des entrepôts qui sont partagés finalement entre plusieurs établissements, on va avoir les mêmes représentants de ces différents établissements. Et il y a une chose aussi qui est assez importante, comme l'a expliqué Caroline avant, c'est que dans l'entrepôt, il n'y a pas tout. Bah oui, parce que finalement, c'est pas la question que ça ne rentrerait pas, mais surtout, ça serait peut-être assez confus. Donc en fait, il y a toujours cette étape de dire, bon, quelles sont les données que l'on travaille, que l'on prépare, que l'on verse et c'est pas juste versé comme un brodo, hein, c'est vraiment versé parce qu'elles ont été peut-être pré-traitées et ajustées et reclassifiées. Et donc, ce comité de pilotage va aussi finalement donner la direction, se dire bah, cette année, on va se focaliser sur telle catégorie de données, l'an prochain, telle autre, par exemple.
Adjoint à ce comité de pilotage, slide suivante, le comité d'éthique et scientifique. Et finalement, c'est lui qui va tenir, entre guillemets, un petit peu les clés de l'entrepôt. Le comité de pilotage donne les orientations, finalement, qu'est-ce qu'on met dedans, mais comment on s'en sert, quand est-ce qu'on s'en sert, pourquoi on s'en sert, à quelles conditions on s'en sert, ça va être le comité d'éthique et scientifique. Là-dedans, on va trouver un certain nombre de personnes qualifiées, surtout c'est là que les recommandations, et puis que la plupart des entrepôts incluent des représentants des usagers ou d'associations de patients dans ces entrepôts. Et on peut trouver assez logiquement souvent des personnes impliquées dans l'éthique et puis assez logiquement aussi des professionnels de santé et voire des chercheurs. Et c'est lui, ce comité, qui concrètement, on va le voir dans le fonctionnement, on va examiner les demandes d'accès projet à l'entrepôt. Pourquoi faire? Quel est le but de ce projet? Voir si ce projet est dans l'intérêt finalement collectif des patients ou non, finalement, c'est peut-être pas si intéressant que ça, parce qu'un entrepôt ne veut pas dire c'est un open bar, ça veut dire qu'on doit interroger la pertinence scientifique et éthique des projets, et puis il va rendre donc ses avis. Et puis surtout aussi, ça va être le travail de ce comité de vérifier que l'accès aux données, parce que les gens ne vont pas repartir avec une copie des données sous le bras, vont accéder à l'entrepôt, mais que les usages qui sont faits sont bien conformes à ce qui avait été annoncé. Voilà. Voilà, voici les deux points, les deux comités essentiels sur la gouvernance. Donc, en résumé, si on regardait un petit peu ce schéma, il y a un entrepôt, c'est à la fois de l'informatique, des mesures de sécurité, ce qu'on voit un petit peu sur la gauche, l'accès est contrôlé bien évidemment par un portail, mais il y a aussi une sécurité, j'ai envie de dire, logique, parce que la décision de mise à disposition est prise par ce comité mixte, en sachant qu'un entrepôt n'est pas forcément utilisé que par des gens de l'interne, hein, en termes d'équité et puis même en termes de transparence. C'est pas tout à fait illogique, hein, comme peut-être qu'un groupe de chercheurs externes, un établissement, se disent, bah, vous avez une spécialité dans votre établissement, vous soignez beaucoup de gens de la maladie X, ça serait très intéressant qu'on puisse faire des analyses épidémiologiques là-dessus. Donc, en termes d'égalité de traitement, ces personnes externes sont soumises aux mêmes validations. Et puis, à droite, en termes de sécurité, ce qui est aussi important, c'est de se dire que jamais personne n'a accès à tout l'entrepôt. Et c'est le travail aussi des gens qui entretiennent l'entrepôt, c'est de préparer les données cette fois-ci pour dire, bon, ce projet veut sur les 5 dernières années, bon, on va mettre à disposition les données sur les 5 dernières années, pas sur les 10 ans, des données du département de néphrologie. Bon, très bien, voilà, on va circonscrire, entre guillemets, parce que c'est la première prudence, la minimisation. Et voilà. Et donc, les utilisateurs sont bien évidemment des médecins, des chercheurs, des data scientists. Parfois, d'ailleurs, dans les gros projets, on va trouver aussi des patients, des associations de patients, car ils portent aussi parfois certains critères de recherche. Tu peux me passer, voilà. Alors maintenant, est-ce que ça pose pas des problèmes quand même tout ça? Parce que tout ça a l'air magique, hein, finalement. On a choisi nos données, tout ça est versé dans l'entrepôt. Il y a un comité qui choisit, un comité qui pilote. Très bien. Alors, déjà en termes d'organisation. Alors, est-ce que ça peut être très difficile à organiser? Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on disait un entrepôt de données de santé est un projet d'établissement. Ça ne se fait pas dans un claquement de main. Pour plein de raisons que Caroline du FData a exprimé au début, qui est que, bah, en fait, il se trouve que l'informatique hospitalière aujourd'hui est une informatique de métier et qu'il y a un travail à faire, effectivement, pour extraire, entre guillemets, les données, mais seulement les données pertinentes, comme disait Caroline de la PHP, et puis ces données, bah, l'idée, c'est qu'elles vont vivre au quotidien. C'est que peut-être demain, il y a un nouveau scanner qui sort des nouvelles images très intéressantes. On n'avait pas prévu de les intégrer à l'entrepôt, on va peut-être les intégrer. Ou on ouvre un service de prise en charge de la maladie, je sais pas, X. Ah, bah, ça génère de nouvelles données. Est-ce que ça a un intérêt pour le collectif? Est-ce qu'on les intègre? Si oui, avec quelle moulinette? Voilà. Et donc, il y a cet entretien régulier de l'EDS afin justement de ne pas être dépassé par juste un déluge de données qui finalement sera improductif pour tout le monde parce que ce serait, entre guillemets, un grand bazar. Alors, est-ce que c'est pas risqué finalement pour les personnes? Alors, oui, les données dans l'entrepôt de données de santé sont des données sensibles, même si il n'est pas inutile de le dire. Les données dans un entrepôt de données de santé sont privées d'éléments directement identifiants. Il n'y a pas le nom, il n'y a pas le prénom. Néanmoins, sans rentrer dans les grandes classifications, savoir qu'une consultation le 4 avril avec le docteur Intel à 8h09, par exemple, si ces informations y est, on peut peut-être arriver à retrouver la personne. Donc, en fait, on considère que ce sont quand même des données personnelles. Mais il n'y a pas d'éléments directement identifiés. Je ne peux pas chercher toutes les comptes rendus de Hervé Servit dans un entrepôt de données de santé. Et de toute façon, le comité scientifique et éthique, justement vu que ce sont des données sensibles, se prononce sur l'intérêt d'un projet, parce qu'il y a peut-être des projets farfelus. Donc, il est là pour veiller à ce que ces projets, bah non, ne soient pas autorisés. Et puis, comme on disait, n'a pas accès à toutes les données de l'entrepôt. Et puis, le troisième point, s'il te plaît, merci, c'est que tout ça procède sur la base de quand même les gens sont informés.
C'est-à-dire quand on rentre dans un établissement qui a déployé un entrepôt de données de santé, il y a, et notre ami de la CNIL va revenir là-dessus, il y a forcément une information qui est donnée au patient et la possibilité, éventuellement, s'il considère qu'il n'a pas du tout envie que ces données, même privées d'éléments identifiants, nourrissent finalement des projets d'intérêt commun, il peut tout à fait s'y opposer. Et donc, il y a les modalités d'exercice de cet droit fondamental, même si finalement, il n'est pas très souvent utilisé parce que les gens ont cette conscience du collectif. Mais il y a forcément une information, rien n'est fait à l'insu des gens. Et voici donc l'ensemble des mesures qui viennent finalement expliquer les mesures de sécurité, mais de logique, technique et puis éthique. Et surtout, toujours dans l'idée qu'effectivement, c'est dans l'intérêt des patients, donc les premiers effectivement informés sont bien évidemment les patients. Et puis, dernier mot, je le redis encore une fois, désolé de la répétition, mais un entrepôt de données santé, ce n'est pas un projet que informatique. Ça manipule de l'informatique, mais ça manipule aussi bien d'autres choses, de l'éthique, du médical, de la science. Et voilà, c'était le point, à mon avis, saillant. Merci Hervé. Maintenant, on va faire un rapide zoom sur l'information des personnes. Concrètement, comment se passe l'information des patients en pratique? D'une part, les patients vont devoir être informés du versement de leurs données au sein de l'entrepôt de données de santé. Cette information va devoir se faire avant l'intégration de leurs données au sein de l'entrepôt. Cette information, elle peut se faire par plusieurs vecteurs, souvent complémentaires. Ça peut être une remise en main propre au patient au moment d'une visite de suivi, un envoi par voie postale, un envoi par mail sous réserve de respecter les exigences de sécurité, ou encore l'affichage dans des salles d'attente, la diffusion sur les réseaux sociaux. Par principe, cette information doit être individuelle. Toutefois, le responsable de traitement peut, sous certaines conditions, et lorsqu'il n'a plus de contact avec les patients, recourir à une information collective. C'est à l'occasion de cette information que les patients vont être informés de leurs droits, donc notamment le droit de s'opposer au versement de leurs données dans l'EDS, ou encore leur droit d'accès, de rectification de leurs données, ou alors leur droit d'opposition, d'effacement et de limitation de leurs données au sein de l'EDS. Les patients seront également informés des modalités d'exercice de ces droits, donc par exemple en recourant à un formulaire d'opposition pour exercer le droit d'accès, de rectification qu'on a évoqué juste au-dessus. En plus d'être informés du versement de leurs données au sein de l'entrepôt de données de santé, les patients devront également être informés des différentes réutilisations ultérieures de leurs données, notamment à des fins de recherche, d'évaluation dans le domaine de la santé. Dans ce cas-là, soit le responsable de traitement a d'ores et déjà prévu, dès la note d'information initiale du versement des données dans l'EDS, que ces données pourront être réutilisées et il renvoie les personnes vers une page dédiée de son site internet qui affichera l'ensemble des différents projets de recherche qui seront faits à partir des données dans l'EDS. À défaut de recourir à ce renvoi vers une page dédiée, cette information devra se faire avant chaque projet de recherche qui, par principe, doit être individuel pour être conforme à la méthodologie de référence de la CNIL, ou à défaut, sous certaines conditions, l'information pourra être collective en passant par une autorisation de la CNIL. Là aussi, concernant les différentes réutilisations des données de l'entrepôt de données de santé, les patients devront être informés de leurs droits et des modalités d'exercice de ces droits. Ces différentes informations devront comprendre l'ensemble des mentions du RGPD qui permettent aux personnes de comprendre le traitement de leurs données. Et cette information est vraiment déterminante pour assurer la transparence auprès des patients. Nous rentrerons davantage dans le détail lors d'un prochain webinaire dédié à l'information et au consentement. Merci beaucoup. Effectivement, hein, donc il y aura un webinaire qui sera vraiment consacré exclusivement à cette question et de bien faire le tri parce qu'il y a souvent des confusions entre consentement, information. Bref, on verra ça lors d'un prochain module. Je crois qu'on a tous compris ce qu'on avait appris aujourd'hui. Je vais peut-être juste revenir sur un ou deux éléments. Le fait de se dire que déjà, on crée un entrepôt de données de santé, vous l'avez bien compris, dans la volonté finalement de valoriser les données de santé, mais donc en termes de seconde vie pour la recherche. Et un EDS, ça ne sert pas à assurer un lien direct entre les logiciels métiers. Ça ne sert pas à réaliser des analyses à court terme ou de suivre spécifiquement un patient. Ça ne sert pas à réaliser un seul projet. Et les données d'un entrepôt de données de santé sont stockées de façon pérenne pour être réutilisées ultérieurement. Merci beaucoup donc déjà d'avoir suivi ce premier module, donc, enfin,
second module, pardon. Un troisième aura lieu le mardi 2 avril et vous allez recevoir un email pour pouvoir vous inscrire. Ce seront donc les humains derrière les entrepôts de données de santé. Là, on va pouvoir répondre à quelques questions. Je te propose peut-être, Caroline, il y avait quelques questions spécifiques à PHP, Ouais. peut-être les prendre, même si on y a pour certaines déjà répondu éventuellement. Je peux peut-être te les sélectionner. Oui, j'ai regardé, je peux peut-être faire une réponse qui Oui. répondra à plusieurs questions, je pense de façon très succincte. Alors déjà, sur la sélection des données, alors en général, la sélection des données, elle se fait avec, par exemple, si on part sur un projet de recherche, avec le médecin qui est responsable de la recherche et qui a défini quelle était sa recherche. Et donc, on va travailler avec le médecin et avec son équipe projet derrière et avec des profils différents qu'on appelle notamment des méthodologistes, mais pas que, qui vont permettre effectivement, en traitant la question de recherche, de pouvoir identifier quelles sont les bonnes données dont le médecin-chercheur a besoin pour pouvoir mener cette recherche. Une fois que cette sélection est faite, effectivement, le travail des experts du numérique, des ingénieurs et des informaticiens qui connaissent bien la structure des logiciels de l'hôpital, va être d'aller dans une étape, d'aller regarder où se situent ces données-là et dans quel logiciel de l'hôpital ces données se situent. Et c'est une fois que ce travail est fait et qu'on a bien validé les choses avec le commanditaire, c'est-à-dire là le médecin-chercheur, on va développer un flux qui permet d'aller récupérer les données qui sont dans les logiciels sources pour pouvoir les mettre dans l'entrepôt de données de santé. Et ce travail-là, derrière, on va appliquer dans le cadre des mesures de protection et de sécurité des données, on va appliquer des algorithmes qui permettent d'effacer des données, notamment qui peuvent être identifiantes, des noms, des prénoms, des dates de naissance. Et ces données-là sont remises à disposition dans l'entrepôt. Aujourd'hui, tout ce travail-là a permis, par exemple, pour l'assistance publique, d'avoir construit un entrepôt qui est d'un niveau de maturité où on commence à avoir un certain nombre de résultats. On a par exemple plus de 250 projets de recherche qui ont pu être conduits et qui sont actifs sur l'entrepôt données de santé. Et pour des résultats concrets, on a notamment pu publier un article qui mettait en lumière les indicateurs, effectivement, à la suite de l'épisode Covid sur les tentatives de suicide chez les jeunes et de pouvoir éclairer derrière les décideurs. C'est un exemple très concret de ce qui a été, par exemple, fait récemment à l'appui de données de l'entrepôt. Merci beaucoup. Peut-être une question, alors on y a répondu, mais peut-être que Marine peut le redire un petit peu et puis aller un petit peu dans le détail. Donc, quelqu'un qui demande pour chaque entrepôt de données de santé, doit-il être conforme au référentiel sur les entrepôts de données de santé de la CNIL? Alors, le référentiel entrepôt de données de santé, ça s'applique clairement, c'est censé s'appliquer à l'ensemble des entrepôts de données de santé, étant donné qu'il reprend les règles de l'état de l'art. En revanche, il n'est pas impératif d'être conforme en tout point au référentiel. Il y a 3 possibilités qui permettent, sur lesquelles il est possible de constituer un entrepôt de données de santé. C'est soit en recourant et en collectant le consentement des personnes, soit en étant conforme en tout point à ce référentiel-là et dans ces cas-là faire une déclaration de conformité auprès de la CNIL, soit si vous n'arrivez pas à obtenir le consentement des personnes et d'être conforme en tout point au référentiel, une demande d'autorisation auprès de la CNIL devra être effectuée sous réserve de certains points de non-conformité qui ne peuvent pas être admis, comme encore une fois le référentiel reprend les règles de l'état de l'art. Donc, il faut essayer de s'en rapprocher le plus possible, mais ce n'est pas l'unique possibilité pour constituer un entrepôt de données de santé. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions qui portent sur le sujet de l'accès, de la sécurité. Peut-être Hervé, reprendre un petit peu ces questions et voir comment tu peux y répondre. Tout à fait. Bah, en fait, il y a plusieurs questions autour de, finalement, mais concrètement, comment ça se passe pour le chercheur, si le chercheur est distant. Alors, déjà, effectivement, pour revenir sur un propos qui avait été indiqué, rien n'objecte dans le fonctionnement d'un entrepôt de données de santé que des demandes soient faites par des équipes qui ne sont pas internes, j'ai envie de dire, à l'établissement ou au conglomérat d'établissements qui met en place un entrepôt de données de santé. Ça, c'est une règle finalement intrinsèque à chaque entrepôt de données de santé de servir sa communauté de soignants et de chercheurs en primauté, exclusivement ou pas. Après, en général,
la plupart des entrepôts de données de santé, mais là, le référentiel donne plusieurs solutions là-dessus. Puis il y a aussi peut-être certains entrepôts qui ont déjà mis en place des solutions différentes. En général, le principe sera que les données restent dans le système informatique qui gère l'entrepôt de données de santé. Ce qui veut dire que pour y accéder, bon, on va utiliser différentes techniques assez classiques, maintenant assez connues, d'accès à distance, la distance pouvant commencer à 2 mètres et pouvant effectivement aller à plusieurs centaines de kilomètres, où en fait, via des canaux sécurisés, ce qu'on appelle les terminaux à distance, la personne va pouvoir manipuler, dire, les données de l'entrepôt, faire ses analyses, mais sur l'espace de traitement, de stockage et de calcul de l'entrepôt. C'est en général le dogme technique le plus simple et qui permet justement de dire qu'un entrepôt peut servir en dehors de l'hôpital et puis que les murs parfois hauts de nos hôpitaux ne sont pas forcément toujours des barrières fermes de cybersécurité, qu'il faut finalement mettre en place une architecture qui fonctionnera aussi bien à 1 mètre qu'à 100 km, et donc se mettre dans la situation voilà, d'un accès à distance. Voilà en gros comment ça fonctionne, en général bien. Merci beaucoup. Il y a quelques questions sur la représentation, la gouvernance, etc. Et notamment, on parle, une des questions est sur les CPP. Alors, je pense peut-être Arthur, peut-être quelques mots sur les CPP, ce que c'est, par exemple, ce que France Asso fait à ce niveau dans la représentation des usagers. Et après, peut-être une autre personne pour répondre un petit peu plus à la question directement posée, à savoir de comment la composition d'un comité éthique au sein même d'un entrepôt, est-ce que c'est fixé, pardon, de façon réglementaire, comme pour les CPP ou pas? Voilà, merci Caroline. Donc, pour rappeler les comités, les CPP, ce sont des comités de protection des personnes qui vont permettre de passer en revue des projets de recherche et d'études cliniques, donc qui ne sont pas, on va dire, dans le cas totalement des entrepôts de données de santé, puisqu'il n'y a pas d'intervention, on va dire, auprès des patients en tant que tels. On récupère les données après le soin. Donc, il y a des représentants d'usagers qui sont dans les comités de protection des personnes, qui sont donc des bénévoles associatifs, d'associations agréés des systèmes de santé. On l'a dit, il y a des représentants d'usagers aussi dans les comités éthiques et scientifiques de ces entrepôts de données de santé. Et peut-être là que je vais passer la balle pour qu'il y ait une réponse sur justement le rôle. Il y avait une question notamment autour de la relecture des documents, d'informations, de choses comme ça, il me Ah, semble. Non? oui, c'est possible. Je ne l'ai pas vu cette question. Alors, juste pour revenir à la composition justement de ces comités-là, elle est également prévue par le référentiel sur les entrepôts de données de santé qui prévoit justement cette double instance concernant la gouvernance et aussi les différentes personnes au regard de leurs compétences qui devront figurer au sein de chacun de ces comités avec les finalités, comme on l'a vu précédemment, de chacun de ces comités. D'accord, merci. Je vois aussi qu'il y a une question toute récente là, peut-être pour toi, Caroline, mais je peux reprendre à travers aussi les travaux du COSTRAT, c'est la mise à disposition d'un accès sécurisé aux données de l'EDS à PHP est-elle gratuite? Alors, c'est une question compliquée, c'est-à-dire que l'accès, la consultation des données, oui, l'accès aux données, pas nécessairement. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, lorsqu'on est sur des projets notamment collaboratifs, les projets peuvent nécessiter beaucoup d'actions de la part et beaucoup d'interventions de la part des équipes qui portent les entrepôts de données de santé au niveau des établissements et qui impliquent effectivement l'utilisation de ressources et notamment de ressources techniques. Donc l'accès aux données de santé, par principe, n'est pas dans un objectif commercial, mais peut répondre à une logique effectivement de participation financière au coût marginal qui est lié à cette mise à disposition des données, encore une fois, dans des environnements sécurisés. Merci beaucoup. Et vous pouvez, alors j'ai répondu à une personne par un lien, mais je ne sais pas s'il y a qui peut y avoir accès, sinon il faudra qu'on mette le lien à tous. Ça fait énormément écho donc aux travaux du COSTRAT, du comité stratégique donc, sur les données de santé, porté donc, notamment par le ministère, où évidemment les questions qui ont été, qui émergent
systématiquement et donc sur lesquels il faut pouvoir adresser des réponses sérieuses, notamment pour, en tout cas au niveau national, c'est comment pérenniser tout ça, comment assurer le financement, une bonne gouvernance, etc. Et les résultats de ces travaux ont été mis en ligne il y a quelques temps et vous pouvez en trouver, trouver en tout cas ce texte et ce rapport sur le site du S-Data Hub. Juste vérifier, Ben ou Kenan, si jamais je n'ai répondu qu'à une seule personne à travers le lien, le fournir à tous, ce serait top. Est-ce qu'on prend encore une ou deux questions? Caroline, je peux rebondir j'avais pas vu la question, la question si les notes d'information des patients sont validées par un comité d'éthique comme la CNIL ou le CPP. Effectivement, lorsque les notes d'information passent devant le CPP, ils vérifient justement si les mentions obligatoires qui sont prévues par le Code de la santé publique y figurent bien. Et ensuite, au moment du passage devant la CNIL, nous, de notre côté, on vérifiera en parallèle de ce qui est vu par le CPP si l'ensemble des mentions qui sont prévues par le RGPD figurent également dans cette note d'information pour assurer une cohérence et une transparence totale de l'information aux personnes concernées. Très bien. Merci beaucoup. Ah oui, Ben, tu me dis que la réponse a été donnée à tous. Donc, très bien, merci. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions encore à prendre? Il y en a eu beaucoup, beaucoup se recoupent. Euh, il y en a peut-être une qui est toujours, j'ai envie de dire, je pense qu'il peut intéresser le Data Hub aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur mes entrepôts, c'est hôpital par hôpital. Pourquoi n'a-t-on pas un grand entrepôt national? Pourquoi les hôpitaux n'ont pas déjà convergé? Peut-être expliquer la feuille de route justement de la structuration des entrepôts. Mais en tout cas, le sens de Voilà. ces entrepôts. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, Arthur, tu étais aussi présent lors d'un webinaire avec un entrepôt de données de santé, donc dit local. La question se posait, finalement, on pourrait imaginer ou décrire ces entrepôts comme et il n'y aurait pas de jugement de ma part de ce point de vue-là, des petits Health Data Hub. C'est d'ailleurs une expression qui a été utilisée par une personne qui nous a suivis pour pouvoir exprimer en fait cette idée-là. Le Health Data Hub, lui, il n'a pas vocation à tout centraliser. Ça n'aurait absolument aucun sens et ce ne serait pas possible. Par contre, et ça, c'est un enjeu absolument essentiel, primordial, c'est de permettre de faire en sorte à ce que les entrepôts, en tout cas locaux et notamment dans les établissements de soins, mais pas que, ça peut être aussi les entrepôts en ville, puissent exister, se structurer convenablement et comme on le disait, puissent se structurer à la fois en termes de gouvernance, sur le plan financier, etc. Et puissent évidemment ensuite pouvoir discuter entre eux. En tout cas, il faut qu'il y ait un maillage qui soit mis en place. C'est pas forcément une région, un entrepôt, tout ne se réfléchit pas comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, d'où d'ailleurs ces appels à projets qui ont été mis en place et donc pour aider les entrepôts à bien se structurer. Donc, il y a vraiment ce sujet qu'il faut entendre. Il y a les entrepôts, leur fonctionnement au niveau local, très bien, et puis encourager le déploiement et la structuration de ces entrepôts de données de santé. Ce qui me permet juste de rebondir sur un point, une question qui nous est posée souvent, c'est finalement est-ce que ces entrepôts, pourquoi est-ce qu'ils doivent se structurer et se discuter entre eux et se structurer un peu de la même façon. Il y a vraiment ce sujet de ces minimums, par exemple, de données qui pourrait y avoir dans ces entrepôts et similaires à chaque entrepôt de données de santé. Donc ça aussi, ça fait partie des enjeux extrêmement importants. Ce qu'il faut entendre par là, si je résume ma pensée, c'est qu'il y a le Health Hub qui a sa dynamique. Il y a, et c'est pas du tout en concurrence, des entrepôts au niveau local, ce que j'appelle local, ça peut être effectivement l'entrepôt de la PHP, mais il y en a également d'autres, et se dire qu'aussi dans ces entrepôts, il doit y avoir des discussions pour qu'ils se structurent d'une certaine façon en autonomie, mais aussi avec certains référentiels un petit peu identiques pour pouvoir mieux discuter, mieux travailler. Donc voici ces éléments. Peut-être que Caroline, tu veux compléter cet élément-là? Non, non, je te rejoins totalement. Il y a vraiment un maillage et une synergie qui doit se faire. Et si la question est tout à fait légitime, la réponse est effectivement pas évidente. C'est aujourd'hui pourquoi on a des multiples entrepôts, puisque comme on l'expliquait dans la présentation, les entrepôts vont aller se sourcer sur de multiples logiciels. Et ces logiciels-là, ils sont tous différents d'un hôpital à un autre. Alors, on peut retrouver certains logiciels, mais ils sont tous différents et la pratique même de pouvoir saisir les informations peuvent être très particulières d'un établissement à un autre. Et quand on veut construire un entrepôt, il faut toujours garder en tête que comme il s'est tiré par des usages derrière, il faut qu'on ait l'assurance d'avoir une politique
qualité du trajet de toute la donnée entre la source des données qui est au sein des hôpitaux, qui est renseignée par les professionnels de santé de l'hôpital, pour prendre l'exemple là d'un CHU, jusqu'à pouvoir être remis à disposition. Et tout ce travail de compréhension de la donnée, de sa qualité, de là où elle vient, de là où elle doit atterrir, c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, il y a plusieurs entrepôts locaux, comme l'évoquait Caroline, mais que pour qu'ils puissent être mis dans une synergie et pour qu'un partage de données puisse être fait, nous avons besoin d'une instance qui vienne coordonner effectivement tout ce travail-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille tous très étroitement avec le Health Data Hub. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, on a dépassé d'une minute l'horaire, c'est pas bien gênant. On n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions, mais rassurez-vous, on l'a fait pour le premier programme SNDS base principale et on va le faire également ici. Vous aurez la réponse à ces questions dans une foire aux questions et on s'engage bien entendu à la diffuser surtout pas trop tardivement pour que vous puissiez y accéder. Merci beaucoup de nous avoir suivis et donc je vous donne rendez-vous le mardi 2 avril à midi pour le prochain webinaire sur les entrepôts de données de santé où on verra comment finalement se constitue une équipe et qui sont les humains derrière ces fameuses machines. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.